Salut Raphaël, Salut David. ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va, ça va. C'est notre podcast, c'est la fin de la semaine. Exactement. It's the end of the week. Je pense pas que c'est la première fois qu'on fait ça ensemble. Non, on est on en rendu à avait fait quelques-uns. ouais, il y a quelques temps. Good. Fait que on va sauter dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très présent, je pense, et que beaucoup de dirigeants et de gestionnaires des opérations réfléchissent. Et ce n'est pas l'intelligence artificielle. Non. Non, c'est pas l'intelligence artificielle, mais en fait, on va parler plutôt d'automatisation. Automatisation, là, vraiment des tâches, donc à travers de la robotisation. Et non nécessairement l'automatisation de processus à travers le logiciel, malgré que les deux sont interliés. Mais avec nous, on aide beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises à réfléchir à ça. Et une question, puis je suis sûr que tu obtiens la même question qui revient souvent, c'est, est-ce qu'on devrait automatiser nos opérations? Et l'autre question, c'est si on doit le faire, c'est quand est-ce qu'on devrait le faire? Et moi, personnellement, je suis rendu à un point où, au lieu d'en débattre avec eux, j'y vais tout de suite avec une réponse qui est oui, vous devriez considérer automatiser des portions de vos opérations. Et quand? C'est immédiatement. Ouais. C'est pas plus tard, puis on peut parler de pourquoi, mais je suis rendu convaincu là, vraiment que oui, il faut automatiser et il faut entreprendre ça maintenant. Puis quand je dis maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit opérationnel dès l'instant, mais c'est parce qu'il y a tellement d'éléments qui précèdent que, en fait, lorsqu'une organisation décide de mettre des actions, de prendre des actions pour progresser vers une forme X d'automatisation, on est potentiellement encore loin du but. Exact. Puis il y a un proverbe qui existe que je t'ai déjà entendu dire, ce fameux proverbe-là. Oui, tu l'as déjà dit. Okay. C'est le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Puis le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Je pense que c'est vrai également avec l'automatisation. Ouais. L'idée est c'est comme tu l'as dit, il y a un long cheminement là, du moment où on décide de prendre les démarches nécessaires pour automatiser. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas on claque pas des doigts et c'est fait. Là. Il y a énormément d'étapes qui viennent entre-temps. Il faut se préparer à cette automatisation-là. Il y a des bases qui doivent être présentes et nécessaires pour même espérer pouvoir automatiser nos processus. Donc, c'est un cheminement qui se fait sur une longue période de temps, ultimement. Oui. En passant, le proverbe de l'arbre, ça vient pas de moi. Non, je sais que c'est pas... Je l'ai entendu, mais en effet, je pense que c'est bon. Mais oui, puis en effet, puis tu sais, peut-être même avant de parler des prérequis, puis on pourrait toucher sur, fait pourquoi est-ce que maintenant on peut répondre avec, peut-être pas avec certitude, mais avec quand même beaucoup d'autorité, que du moins il faut se pencher sérieusement. Toute organisation en distribution, en chaîne d'approvisionnement doit sérieusement commencer à réfléchir à cet aspect-là. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, que c'est inévitable. Ouais. Et puis, c'est ça, je ne sais pas si tu veux élaborer ça. Oui, absolument. Puis, tu sais, les raisons qu'on évoque souvent pour automatiser certains processus, je pense que tout le monde l'entend également, c'est l'aspect, tu sais, le manque de main-d'œuvre. Souvent, les entreprises ont des besoins qui grandissent, les entreprises connaissent de la croissance, donc ça, c'est une bonne chose à voir. Mais évidemment, il faut que notre main-d'œuvre puisse tenir le cap avec cette augmentation des volumes, cette augmentation de la croissance. Et dans certains cas, ça peut être très difficile de grandir au même rythme que la demande avec la main-d'œuvre. Donc, c'est là où des solutions comme l'automatisation permettent d'en faire plus avec le même nombre de ressources, ultimement. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant pour ces entreprises-là. C'est vraiment être capable d'aller répondre à la demande du marché sans devoir accroître ses effectifs. Donc ça, c'est évidemment un des éléments qui est très important, qui est très intéressant pour les entreprises. Ce qui propulse ultimement le besoin et le vouloir de l'automatisation. Il y a aussi, tu sais, là on parle de la productivité, les tâches, etc. Il y a l'aspect également, le terme m'échappe, là, mais la superficie disponible. Il y a des entreprises qui ont un endroit stratégiquement défini, mais qui, avec la croissance, ça peut commencer à être serré dans leurs espaces.
ils veulent pas nécessairement, ils n'ont pas nécessairement le loisir d'agrandir ou de déménager. Ils veulent pas nécessairement perdre cet emplacement stratégique qui parfois peut également être lié justement à la main-d'œuvre. C'est près d'un centre urbain, c'est facilement accessible en transport en commun. On entend souvent les entreprises dire je peux pas bouger d'ici, je vais perdre la moitié de ma main-d'œuvre. Donc, c'est là où l'automatisation permet également d'aller densifier l'entreposage, où en fait, on peut en faire plus, au même titre qu'on peut en faire plus avec les mêmes effectifs, bien, on peut en faire plus avec les mêmes espaces. Là. Donc ça, c'est un autre élément qui est intéressant là, du côté automatisation qu'on entend souvent, qui peut propulser encore une fois ce besoin d'automatiser. Oui, puis fait que tu apportes 2 points. Celui de la main-d'œuvre, je pense que le monde est tanné de l'entendre parce qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais on peut être tanné de l'entendre, mais on est encore plus tanné d'avoir de la difficulté à composer avec ça. Ceci dit, au Québec, avec 7 centres de distribution d'Amazon qui ne sont plus là, il y a peut-être un peu de main-d'œuvre qui s'est libérée. Mais ceci dit, c'est que la démographie aussi fait en sorte que ce n'est pas un problème qui va se régler grâce aux naissances naturelles. Alors, c'est vraiment quelque chose, c'est pas passager, mais bien un défi avec lequel les entreprises doivent composer pour plusieurs, pour un horizon assez important. Puis l'autre point que tu touches, c'est tu parles de productivité. Je n'ai pas nécessairement les chiffres, mais je pense que la productivité au Québec aussi est assez stagnante. Donc, si on pense au PIB per capita, je veux dire, ça ne s'est pas amélioré beaucoup au cours des nombreuses dernières années. Alors, quand tu parles de faire plus, que ce soit à travers une croissance ou tout simplement être plus productif dans nos activités, même si cette croissance n'est pas nécessairement très agressive, ben c'est là où est-ce que on veut viser à éliminer les tâches sans valeur ajoutée. Puis en même temps, éliminer des tâches sans valeur ajoutée ou faites par les humains, je veux dire, c'est un concept qui est bien accepté à travers le système d'information, et puis les gens le font. Mais là, quand on commence à penser à des tâches physiques, ben, c'est le même genre de mentalité qu'il faut appliquer. Si on parle de... Fait que là, on va dire qu'on a convaincu tout le monde. Tout le monde est convaincu, right? Là, demain, tout le monde commence à parler, à voir qu'est-ce qu'il doit faire pour l'automatisation. Mais pourquoi est-ce qu'on dit, OK, oui, automatiser, mais pourquoi maintenant? Pourquoi, tu sais, moi, je vois pas le besoin immédiatement. Peut-être que je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Fait que pourquoi est-ce que je devrais commencer à réfléchir à ça plus tôt que tard? Oui, c'est une excellente question. Ben, je pense du fait qu'on a même la discussion qu'on a en ce moment en est un exemple. Je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à réaliser ce dont on est en train de parler. Donc, pour rester compétitif, tout simplement, mieux vaut s'y prendre tôt que tard, parce que si les acteurs et les compétiteurs dans un certain marché commencent à être nettement plus productifs, à avoir des niveaux de service nettement plus intéressants que ceux qu'on offre, bien là, il y a un certain danger associé à ça également. Donc ça, c'est un des éléments. L'autre point, c'est juste que, tout simplement, c'est très, très, très long comme processus. Du moment où on se dit, ben moi, je veux automatiser, je veux mettre de la robotisation dans mon centre pour être plus efficace, pour justement réduire la nécessité de continuer à embaucher au même rythme que je fais en ce moment, ben il y a plusieurs étapes qui doivent avoir lieu pour y arriver. La première, selon moi, étant une où est-ce que c'est établir les bases pour permettre à même penser à l'automatisation, c'est-à-dire avoir des bons systèmes d'information en place, avoir un bon WMS robuste, parce que sans WMS ou sans fonctionnalité WMS dans un centre, c'est un peu utopique de croire que je peux aller faire de la robotisation complexe puis pour optimiser mes tâches de préparation de commandes, de mise en localisation. Donc, et un projet WMS en soi, c'est un projet d'envergure qu'il faut préparer, qui peut prendre, je vais dire, 1 à 2 ans, là, du moment où on commence à penser à la sélection, établir un cahier de charges, comprendre les besoins qu'on a de ce côté-là, faire la sélection d'un partenaire et mener à bien le projet, ça peut être très, très long. Donc, même établir les bases pour commencer à envisager de l'automatisation, ça peut être très long. Puis quand je parle d'établir les bases, là, ici, je fais vraiment allusion au WMS là, qui est nécessaire. Donc, ou même, on va même aller avec le ERP qui pourrait aussi nécessiter une mise à jour. Donc,
ce qu'on dit, c'est, OK, on voit, je sais pas moi, on distribue auprès de détaillants et la période forte est dans 10 à 11 mois. On vient d'en passer une et puis on se dit, OK, ben, je vais être prêt pour la prochaine. Et quelques mois, une fois qu'on a passé quelques mois dans nos évaluations, nos recherches, on réalise en fait que non, on vient potentiellement de s'ajouter un autre projet et je viens déjà là, de manquer, de repousser, puis les gains que je peux avoir grâce à des améliorations au niveau de l'automatisation vont être repoussés à l'année suivante. Alors ça change beaucoup. Puis j'ajouterais le fait que oui, on parle de WMS, puis encore à ce jour, il y a plusieurs entreprises qui ne sont pas bien équipées, si on peut dire, ou qui ne font pas l'usage idéal de leur système. Donc ça doit être soit amélioré ou remplacé. Mais quand on vient mettre de l'automatisation dans un centre, là, il y a aussi des composantes qui touchent, là, on va lancer d'autres acronymes, mais que ce soit le Warehouse Execution System ou le Warehouse Control System, le Material Flow System. C'est d'autres couches de logique qui viennent s'intégrer là, dans l'écosystème software et hardware. Et puis, si on n'a pas les compétences à l'interne ou c'est la première fois qu'on compose avec ça, bien là encore, ça peut venir rajouter une charge et des apprentissages nécessaires et encore ultimement des délais. Oui, puis même si je vais même pousser ça plus à l'extrême, là, en ce moment, nous, on fait un projet, là, on aide un client à mettre en place un système automatisé là, dans son centre. Eux, ils ont engagé des ressources spécifiquement pour ce projet-là. Ça peut aller jusque-là, dire, écoute, on n'a pas les ressources nécessaires en ce moment, on n'a pas les compétences nécessaires en ce moment chez nous, on va aller trouver les bonnes ressources. C'est un processus de... T'affiches un poste, tu passes des entrevues, t'embauches. Il y a ça aussi à réfléchir. On n'y pense pas instinctivement, mais tu peux aller chercher justement une expertise que tu n'as pas en ce moment. Ça peut également engendrer des délais dans un tel projet. Oui. D'autres éléments qui rajoutent. Parce que là, vu qu'on a convaincu à peu près tout le monde que c'est le temps de le faire, fait que le monde, ultimement, vont se garrocher auprès des... Je vois où tu t'en vas avec ça. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que les fournisseurs, quels qu'ils soient, petits, moyens, gros, eux aussi, ils ont, comment dire, je m'excuse l'anglicisme, mais un book of business, et puis avec une accélération de la demande pour leurs produits, que ce soit au niveau logiciel ou robotisation, ben, eux aussi, ils doivent mettre à jour et augmenter leur capacité de production et d'implantation. Alors, ultimement, il y a peut-être des files d'attente qui commencent à se créer, right? Oui, absolument. Alors ça, c'est un autre point à considérer. Fait qu'une fois qu'on a notre projet est clair, on sait où est-ce qu'on s'en va, bien, ça ne veut pas dire qu'on va trouver ce qu'on a de besoin. C'est pas comme rentrer dans un magasin puis ressortir avec. Là. Alors, non. Exactement. Ces délais-là peuvent être longs. Là. Ça peut... comme tu l'as dit, c'est un cahier de commandes. Eux, ils ont des slots de production. Là. Ils ont tous des échéanciers associés à chacun des projets. Fait que s'ils ne peuvent pas rentrer la portion de ton projet au bon endroit, ça te repousse et ça peut repousser de plusieurs mois, là, dans le fond, ces projets-là, là, tout simplement en raison de la capacité de ces fournisseurs à fournir ces solutions-là. L'autre élément, c'est... Ben là, supposons qu'encore une fois, le projet débute, on est dans on a été mis dans la cellule de production de ces fournisseurs-là d'automatisation-là. Il y a un aspect il y a une étude à faire. Là. Avant de se lancer dans ces projets-là, il y a une étude à faire. Tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de solution magique qui fait que on peut automatiser 100% de nos processus. Les odds are que je vais avoir... C'est la règle du 80-20, ultimement. Peut-être que dans mon système automatisé, c'est pas un système qui peut accepter 100% de mes SKU, par exemple. Ça a des coûts faramineux sans ajouter beaucoup d'intérêt au ROI. Là, ultimement, ça ne va pas sauver énormément d'heures de travail, mais potentiellement qu'il y a une étude à faire pour dire, écoute, on va juste prendre une sous-catégorie de ces produits, les plus petits produits, par exemple, qui génèrent beaucoup de lignes de commande tout de même, et aller automatiser cette portion de ma business. Donc, toute cette analyse-là
vaut vraiment la peine d'être fait de manière détaillée avant de se lancer dans un tel projet parce que ça peut changer significativement les solutions qu'on regarde et les ROI sur les solutions qu'on regarde également. Donc, il y a tout l'aspect là, vraiment étude pour se donner une idée de quoi devrait avoir l'air le système, c'est quoi sa taille. Puis, comme tu le sais, il y a énormément de systèmes en ce moment sur le marché qui remplissent des fonctions similaires. T'sais, on a juste à penser à la pige unitaire, par exemple. Il y a plusieurs systèmes qui existent aujourd'hui, là, des systèmes de type goods to person qui répondent aux besoins de pige unitaire. Pourquoi un versus l'autre? Ça remplit la même fonction. Et là, tu ne parles pas d'un fournisseur versus l'autre, mais vraiment non, le type de système. Des systèmes eux-mêmes. Il y en a qui sont, j'en nommerai pas, mais des bacs empilés les uns sur les autres, alors qu'il y en a d'autres, c'est dans des palettiers, puis chaque bac est accessible. C'est des petites distinctions, mais ça vaut la peine d'être étudié en détail pour vraiment avoir la solution la plus appropriée là, et qui correspond le mieux avec le profil de commande de l'entreprise. Oui. Puis en fait, ça me fait penser à quelque chose parce qu'on a comme rapidement tombé dans le vif du sujet sans nécessairement parler de qu'est-ce que automatisation ou robotisation veut dire. Puis si on ne prend pas le temps d'en parler un petit peu, peut-être que l'auditoire peut s'imaginer que, bon, ben là, j'ai ce centre-là qui est 100% automatisé, j'ai des robots partout, des robots ou des cranes, là, des grues. C'est dur de trouver les termes français là-dedans, mais des shuttle systems. Et puis, mais c'est pas nécessairement ça qu'on dit. En fait, c'est pas ça du tout qu'on est en train de dire. On est en train de dire que on doit trouver les opportunités d'éliminer certaines tâches, que ce soit des déplacements, que ce soit de la manipulation répétitive. Et ça peut être aussi simple, puis je vais prendre un autre anglicisme, là, mais de mettre en place un put wall. Donc, on imagine qu'on est un distributeur qui expédie vers des magasins, mais là, de plus en plus, nos activités de commerce en ligne, là, de livraison directe aux consommateurs augmentent significativement. Et quand j'avais, je ne sais pas moi, 50, 75 commandes à remplir par jour, ça se faisait bien. Mais là, quand tu arrives à 200, 300, 500, 1000 commandes par jour, c'est une autre paire de manches. Alors, il y a des systèmes qui existent, des solutions qui existent, qui vont permettre de traiter ce volume-là beaucoup plus efficacement. Donc, encore là, sans ajouter une armée de personnes qui doivent arrêter ce qu'ils font pour travailler sur ça. Puis le put wall, sans nécessairement tomber dans le détail, est un type de solution qui est en fait vraiment pas coûteuse, simple, mais qui permet des gains assez importants. Ouais. Alors, et même de par sa simplicité, ça reste une solution qui, encore là, doit avoir une base, l'organisation d'avoir une base logicielle qui lui permet de mettre ça en place. Exactement, qui permet d'aller piger plusieurs commandes à la fois. C'est pas tous les systèmes qui permettent de faire ça. Donc, si tu as un put wall, mais que tu peux pas piger plusieurs commandes à la fois, ça ne sert pas à grand-chose ultimement. Là. Ouais. Donc, on dit pas nécessairement tout automatisé, mais vraiment de trouver quelle portion de notre des produits offerts ou de notre inventaire ou de nos activités qui mériteraient ça. Puis comme tu dis, évidemment, il y a une analyse de retour sur investissement qui doit être faite encore là, où est-ce que il ne faut pas s'attendre, en tout cas pas encore, s'attendre à ce que c'est des solutions qui se payent en 2 ans. Mais en même temps, si on a des solutions qui se payent plus en 5, 6, 7 ans, il ne faut pas les éliminer parce que, en fait, les critères qui justifient de mettre ça en place évoluent aussi, right? Comme on parlait, là, c'est ça où je ne suis pas capable de rencontrer la demande. Et à un moment donné, ça, à plus long terme, ça peut faire très mal à l'organisation. Exactement. Puis, encore une fois, quand on se demande, parce que tu l'as dit, l'idée n'est pas, on n'est pas en train de mentionner qu'il faut automatiser 100% des processus, c'est utopique. L'idée est vraiment de se dire qu'est-ce que je devrais faire. Une bonne piste de solution pour se dire qu'est-ce que je devrais songer à automatiser, c'est des tâches qu'on trouve bien désagréables à faire. Et même ça ne veut pas dire qu'on va être capable de l'automatiser, ou des tâches qui demandent énormément d'efforts. Ouais.
C'est vraiment ça. Pour avoir j'ai encore le terme anglophone, le biggest bang for your buck, là, ça serait, OK, ça, j'ai énormément d'employés qui sont dédiés à telle tâche spécifiquement. Est-ce que ça vaut la peine de l'automatiser? Si à mes retours, par exemple, j'ai un seul employé, puis c'est un processus relativement simple, ça vaut peut-être pas la peine d'investiguer énormément, mais si j'ai un processus de pige unitaire, par exemple, où j'ai, je sais pas, moi, j'ai 50 employés qui font ça, 75 employés qui font ça, tu sais, ça vaut la peine d'aller se pencher sur ces questions-là. Puis je dis 50, 75. Ça pourrait être beaucoup moins. Ouais, ça pourrait être une vingtaine d'employés, 15 employés. Ouais. Ça vaut la peine de commencer à regarder ça. Là. Donc, Puis, OK. Puis peut-être conclure avec ça. Donc, quelqu'un qui... Encore là, je sais qu'on a convaincu à peu près tout le monde. Mais, donc là, la question devient, OK, je commence par quoi? C'est quoi, à très haut niveau, une feuille de route là, qui me dit pour commencer à réfléchir? Parce qu'on pourrait être tenté d'appeler des fournisseurs qu'on connaît parce qu'on a vu le nom. Mm-hmm. Évidemment, là, on encourage tout le monde à ne pas commencer à faire des choix en fonction des efforts marketing que déploient ces organisations-là. Mais vraiment, c'est comme on a dit, c'est des transformations d'organisation, puis comme n'importe quoi d'autre, ça doit être fait avec beaucoup de diligence, mais donc est-ce qu'on appelle des fournisseurs ou qu'est-ce que je dois faire? Je pense, puis là, évidemment, je vais avoir l'air biaisé là, dans ce que je veux dire. Parce que tu l'es. mais ultimement, avant d'aller parler à des fournisseurs, puis évidemment, je prête aucune mauvaise intention aux fournisseurs d'automatisation. Ils sont très bons dans ce qu'ils font. Mais ultimement, ils connaissent leur monde à eux. Évidemment, ils n'offrent peut-être pas toutes les solutions. Donc, d'aller voir des experts qui, eux, connaissent tout ce qui se fait sur le marché, ça donne une meilleure vision en début de projet quand on a un monde de possibilités à vraiment rapidement cibler ce qui peut être une bonne technologie. Fait que, premièrement, c'est vraiment se regarder dans le miroir. Est-ce que j'ai l'infrastructure digitale, par exemple, en ce moment, qui me permettrait même de mettre tel type d'automatisation? Si la réponse est non, ben c'est sûr que c'est la première étape, comme on en a parlé. Mm-hmm. Donc, vraiment faire peut-être un audit là, de son infrastructure technologique, comprendre est-ce que je suis très, très loin, je suis proche, est-ce que c'est faisable avec ce que j'ai en ce moment? Ça serait, selon moi, le premier élément. Deuxième élément, encore une fois, ben c'est ça, c'est en parlant des experts, être capable de comprendre, mais regardez, ce qui est logique là, à un haut niveau, sans rentrer dans un niveau de granularité incroyable, un modèle détaillé qu'on pourrait implanter le lendemain. Là, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment dire, OK, si je regarde ça à un peu plus haut niveau, froidement, là, quel genre de technologie serait logique pour moi? Fait avec l'aide d'experts, on peut aller chercher ces réponses-là. Ensuite, on peut comparer les diverses technologies qui existent sur le marché. Aller voir différents intégrateurs, différents fournisseurs d'automatisation, puis voir, ben, ultimement, qu'est-ce qu'ils nous proposent. Mm-hmm. Ça, selon moi, ça serait la démarche à suivre logique pour s'assurer, qu'on n'investit pas trop, qu'on n'automatise pas tout, puis que c'est illogique. Fait que trouver le bon niveau d'automatisation, trouver les bons processus ou les bons produits ultimement automatisés, et trouver les bonnes technologies là, sur le marché qui pourraient adéquatement répondre à cette demande-là. Fait que moi, ça serait un peu ça, là, le roadmap là, initial que j'établirais. Bien sûr, ça, c'est préalablement à un projet d'implantation. Là, éventuellement, on choisit un partenaire, il y a un PO qui est signé et là, le projet d'implantation débute. Mais vraiment, si on regarde ça avant un projet d'implantation, ce serait ça les étapes là, que je sais qu'en seraient. Mm-hmm. OK. Donc, on dit, penchez-vous sur ça dès maintenant ou commencez à vous y intéresser sérieusement parce que c'est les défis ou même les conséquences de ne pas, je veux dire, considérer l'automatisation vont devenir un réel problème et ça n'ira pas en s'améliorant. Après, assurez-vous, bien, s'assurer, ça se fait en parallèle. Comme tu dis, il faut déterminer qu'est-ce qui semble adéquat pour notre entreprise, pour notre profil opérationnel et donc, qu'est-ce qui semble adéquat et est-ce qu'on est capable de le justifier? Même si on dit que les retours sur investissement, les périodes de retour peuvent être allongées, évidemment, il y a des choses que c'est un non catégorique. Mm-hmm. Et une fois qu'on a une bonne idée là-dessus, c'est est-ce qu'on est prêt à recevoir? On est prêt au niveau des logiciels? Est-ce qu'on est prêt au niveau des compétences internes? Est-ce qu'on est prêt au niveau de la capacité qu'on va être capable de continuer nos opérations actuelles et de mettre de l'effort sur ça? Parce que n'importe quel projet de transformation, ça ne peut pas être
prendre nos meilleures ressources puis leur dire hey, rajoute ça à tes tâches, tu feras ça en fin de journée. Ça ne fonctionnera pas. Exactement. Et puis, oui. Un autre point que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, tu sais, quand on pense à justement là, cette automatisation-là, dans plusieurs cas, c'est un mode de préparation. Les gens se disent, par exemple, en ce moment, je dessert au commerce au détail, j'ai quelques magasins, j'envoie à mes magasins. Éventuellement, je veux introduire un canal de vente en ligne dans mes opérations. Donc, ça peut être quelque chose qui propulse le désir de vouloir automatiser. Donc, quelque chose aussi que je mentionnerais, c'est il y a un aspect être prudent. Parce qu'on a beau avoir des visions de grandeur puis dire, moi, je veux... On a l'impression que ce canal de vente, là, par exemple, va avoir exploser. Des volumes incroyables, ça va exploser, et on le souhaite à nos clients, évidemment. Mais dans l'optique où on va bâtir un système, où on design un système en fonction de ça, et que les volumes ne se rendent jamais nécessairement où est-ce qu'ils sont, c'est là où peut-être qu'on va se dire, oui, parce que ça peut devenir même très dangereux. Ouais. Tu as des actifs qui se retrouvent sur ton bilan qui sont sous-utilisés. Ça fait extrêmement mal aussi la performance financière d'une entreprise. Ce qui aussi pousse dans la direction de travailler avec des systèmes qui sont flexibles et facilement évolutifs. Ouais. Et même dans la conception de ces systèmes-là, pas y penser, je vais te mettre dans un coin de mon entrepôt, il y a un mur là, puis il y a un mur là que je ne peux pas agrandir. Vraiment, garder l'aspect évolutivité et flexibilité dans lorsqu'on pense à ces solutions-là, qui est aller avec un système un peu plus discret, je veux dire, dans un premier temps, voir comment la business peut évoluer et par la suite, facilement accroître ce système-là lorsque les volumes se rendent où est-ce qu'on pense qu'ils se rendraient. Là. Donc ça, c'est un autre élément important, là, je crois, là, quand on a des réflexions par rapport à ces systèmes. Oui, parce que d'arriver, de démarrer les opérations avec un système qui a une taille ou une capacité qui est quasi parfaite par rapport au volume qu'on veut traiter, c'est quasi impossible à réussir. Alors, soit qu'il va être un peu trop gros, soit qu'il va être un peu trop petit. Ou si c'est un peu trop gros ou un peu trop petit, ça, c'est correct. C'est s'il est beaucoup trop gros ou beaucoup trop petit qu'on va être pénalisé d'une manière différente dans un cas comme dans l'autre, mais qu'on va être pénalisé. Puis là, on va dire, j'ai mis beaucoup d'efforts, beaucoup de sueur, beaucoup de capital dans tout ça, puis j'ai pas ce que je veux. Alors, on est en train de dire vite, mais prenez votre temps. Donc, vite pour s'y lancer. Exactement. Mais après ça, il faut le faire comme il faut, évidemment. Okay. Absolument. Puis moi, pour peut-être compléter, là, moi, j'avais une question pour toi. J'étais curieux de te la poser. Fait que, il va peut-être falloir couper ça. Peut-être, mais Jeremy est excellent à son travail. La question que j'avais pour toi, maintenant qu'on voit de plus en plus, je vais appeler ça la démocratisation de l'automatisation, on en voit de plus en plus d'entreprises qui se lancent là-dedans, il y a des nouveaux joueurs assez fréquemment. Ouais. Comment est-ce qu'on devrait naviguer, en fait, des nouvelles technologies versus prendre un leap of faith là, versus se dire je vais aller avec une technologie qui est plus vieille, mais tout de même très éprouvée, là, des technologies qui ont des systèmes... 500 systèmes dans le monde, 1000 systèmes dans le monde. Comment est-ce que les entreprises devraient naviguer ce risque-là, d'y aller avec la nouvelle technologie peut-être un peu plus performante versus quelque chose qui a été éprouvé? Comment... fait que ce que je perçois dans ta question, c'est que des fois, on se retrouve justement avec nos clients où tout semble bien, la solution, le prix, l'équipe, mais je veux dire, notre client ou l'opérateur a certaines réserves ou est inquiet du fait que le fournisseur qui est considéré n'a pas nécessairement beaucoup d'installations, je veux dire, localement, où est-ce que je peux me sentir que je ne suis pas un guinea pig. Là. Alors, ça, on rencontre littéralement ça. Puis des fois, c'est dommage parce que la solution fonctionnerait, puis on décide d'aller avec un autre fournisseur qui est plus établi, mais qui, ça ne veut pas dire que va fournir une meilleure solution, encore là, pour plein de bonnes et moins bonnes raisons. Alors, comment naviguer ça? Une chose est sûre, c'est que je pense qu'il faut absolument considérer l'ensemble, comme tu dis, quand on a identifié les types de solutions qu'on peut, qui pourraient être bonnes pour nous, il faut considérer l'ensemble des joueurs qui sont capables de le faire, même si
ils ne sont pas établis depuis de nombreuses années dans notre marché. Il faut quand même les considérer parce que, je veux dire, si on pense aussi au côté logiciel d'une chose, il y a des choses qui peuvent être faites dans un autre pays et être quand même bien servies. Fait qu'il y a certaines tâches qu'on veut qu'ils soient faites par du monde localement, mais il y a d'autres choses que c'est correct si c'est fait plus loin. L'autre chose, certains des situations où on a vu je vais prendre tel fournisseur parce que justement l'offre qu'il a est très étendue et donc je vais toujours pouvoir aller avec eux quand je vais vouloir ajouter des morceaux, je veux dire. Mm-hmm. Donc, j'ai automatisé ma pige. Là, je veux automatiser les déplacements de mes palettes sur les quais. Il offre tout ça. Ça aussi, cet argument-là pourrait être valide ou l'était, mais je crois l'est de moins en moins parce que du côté logiciel, il y a de plus en plus d'avancements dans ce que Gartner réfère au Multi-Agent Orchestration, le MAO. Oui, le MAO. Ultimement, des couches logicielles qui permettent que la synchronisation ou la coordination, ou en fait, je devrais prendre le terme, l'orchestration des différentes solutions est optimisée. Alors, cet argument-là où c'était vrai que deux fournisseurs d'avoir plusieurs fournisseurs pour plusieurs solutions sur une même opération rendait la chose très, très complexe. C'est de moins en moins vrai. Parce que ces MAO-là, ces Multi-Agent Orchestration Platforms, ce que tu dis, c'est que non seulement elles ont une fonction d'aller faire l'orchestration, donc s'assurer qu'on est le plus optimal possible avec les équipements robotisés, mais elle est capable de s'assurer que divers systèmes de divers fournisseurs communiquent ensemble. Oui. Donc, d'être agnostique aux fournisseurs et plutôt de traiter un workflow, si on peut dire, un processus de façon, pas uniforme, là, mais je trouve pas le bon terme. Là, c'est que tous les systèmes vont justement aller créer ce certain log de tâches. Puis là, lui, il va regarder ça indépendamment de sa VNKey et il va s'assurer de prioriser les différentes tâches pour justement avoir une meilleure utilisation des équipements. Oui, c'est ça. Alors, je pense que le leap of faith est quand même valide avec quand même certains safe guardrails, si on peut dire, là, certaines bornes de sécurité. Mais parce que l'autre chose, tu me fais penser à d'autres choses qu'on voit, on a des clients qui disent « OK, mon choix est fait, je veux le confirmer, je veux voir dans mon processus de diligence, je veux voir d'autres opérations comme les miennes, juste pour m'assurer là, que le fournisseur est capable de livrer. » Puis là, des fois, on dit, je veux voir quelqu'un de local dans mon industrie avec une taille similaire à la mienne. Peut-être en Europe, mais ici au Québec, mais même à plusieurs endroits en Amérique du Nord, on n'est pas encore... Justement, je ne veux pas dire qu'on est au balbutiement, mais il y en a plus à faire que ce qui a été fait. Alors, ce que je veux dire par là, c'est... le point m'échappe, mais c'est dire, oui, c'est ça, il faut accepter quand je vais faire des visites de site, que je vais peut-être devoir voyager un peu plus loin, puis que ça, en soi, ne devrait pas être un point négatif. S'ils ont été capables de le faire en Ohio, ils devraient être capables de le faire ici. Absolument. Ouais. OK, parfait. Peut-être le dernier point dont je vais parler, mais ça, c'est vraiment... Je pensais que c'était fini. Hein? Je pensais qu'on avait fini. Promat. OK, vas-y. Je le pluguais. OK. Donc, le dernier point que je vais faire, c'est qu'évidemment, on parle d'automatisation. On parle il y a un écosystème énorme de solutions qui existent. On en a parlé en long et en large aujourd'hui. Il y a évidemment des plateformes qui existent pour aller voir ce qui se fait sur le marché. Là, Promat est une conférence, je peux dire, là, un trade show qui a lieu à chaque année, là, qui aura lieu du 17 au 20 mars à Chicago. D'ailleurs, LID, on va y être, donc c'est sûr qu'on essaie de rester au courant de ce qui se fait sur le marché, et ainsi de suite, trouver des solutions pour nos clients qui sont logiques. Donc, les gens qui nous écoutent, si vous y êtes, peut-être venir nous visiter. Là, notre booth... je ne le connais pas, mais Jeremy va le mettre juste ici. Donc, c'est ce que je... Mais oui, parce que Promat, c'est en effet, après, là, on est là à en parler, mais de le voir ajoute quelque chose de réel à tout ça, puis c'est quand même assez surprenant. Oui, il y a des technologies là
qui sont encore... ils ont peut-être passé le stage de recherche et développement, mais l'application n'est pas encore bien établie. On pense à de plus en plus des robots humanoïdes. Alors, mais encore là, les investissements qui sont faits vont mener à quelque chose, mais de le voir... Ça ajoute du réel et aussi pour voir des technologies qui existent, qui sont établies depuis longtemps. Alors, cette conférence-là est définitivement une qui est très prisée là, par les opérateurs. Puis, c'est dans très bientôt. Oui, 17 au 20 mars. 17 au 20 mars. OK, bon ben. Parfait. Merci, David. Merci, Raphaël. Ciao, à la prochaine. Salut.